l'aléatoire et le caractère aléatoire du déroulé d'une fête. Nouveau mode de vie, recroquevillement sur sa sphère privée, également parce qu'on est de plus en plus défiant par rapport à l'autre, notamment parce que le pays a vécu aussi un certain nombre d'éléments traumatiques, notamment depuis 2015, les attentats, la multiplication de faits divers qui concernent des lieux festifs, tout ça nous ont fait perdre un peu le caractère insouciant lorsqu'on va dans une fête à dimension collective et lorsqu'on va dans l'espace public. Il y a aussi un autre élément qui met à mal la fête, c'est la mise en scène de soi en permanence. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est Narcisse n'est pas compatible avec Dionysos. Et en fait, quand on passe beaucoup de temps à se regarder faire la fête, quand on passe son temps à mettre en scène nos façons de faire la fête, finalement, on arrête de faire la fête. La société et l'espace public d'une façon générale est touché par ce que Philippe Muret appelait la festivisation générale de la société. La fête, pour être faite, a besoin d'être un moment à part, a besoin d'être un moment séparé du reste de nos vies, séparé de notre train-train quotidien. Or, quand vous avez le sentiment au travail, dans les rues, qu'il y a toujours des traces de fête un peu partout, parce que tout le monde veut essayer de créer des moments un peu sympas, des moments ludiques en permanence, finalement, la fête du vendredi soir, la fête du samedi soir devient moins extraordinaire et devient moins exceptionnelle par rapport à nos vies banales et à nos vies quotidiennes. Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes âgées vivent en ville. Et ceci, c'est grâce au progrès de la science, mais également avec l'afflux des baby-boomers qui vieillissent. En repensant l'urbanisme, notamment pour les questions de mobilité, d'accès au commerce, d'accès aux soins, et cette transformation de l'urbanisme doit bien évidemment être pensée avec les experts qui s'occupent des seniors, tels que les gériatres, les ergothérapeutes par exemple, mais également et surtout avec les usagers eux-mêmes. Bien vivre en ville et mieux vivre en ville, c'est aussi bien vieillir, vieillir en bonne santé. Et pour cela, heureusement, nous avons des actions de prévention qui existent maintenant. Cette prévention permet d'éviter les fragilités et les dégradations liées à l'âge. La Poste, grâce au réseau de proximité que constituent les facteurs, permet d'être au contact de l'ensemble de la population. Nous pouvons ainsi déployer des actions de prévention auprès des seniors, de manière à pouvoir les intégrer dans des circuits de prise en charge. En tant qu'acteur de proximité, la Poste propose aussi, en complément des services qui sont présents sur le territoire, par exemple de porter les repas aux seniors, de leur porter les médicaments à domicile ou des biens culturels par exemple. Participer à la ville Nouveaux Horizons nous permet de bénéficier de ce lieu d'échange pour pouvoir mieux comprendre les besoins de chacun. Bonjour, rebonjour, merci de nous retrouver ici au CUM à Nice. C'est avec Étienne Jarnal, directeur du Point, que cet événement, la ville Nouveaux Horizons, se poursuit cet après-midi. Étienne, tu reçois Basmet, nouvelle star belge de l'architecture mondiale. Je n'en dis pas plus, tu vas tout nous dire. Du paysage et du climat, puisque c'est un inventeur de microclimat. Et alors, il est connu pour, évidemment, le parc des ateliers à Arles, notamment, d'autres projets à Bruxelles, et last but not least, le projet du parvis de Notre-Dame à Paris. Et alors, bienvenue d'abord, on est ravis de vous avoir ici, c'est une grande chance pour nous. On est très honorés de votre présence parce que vous allez nous parler non seulement de paysage, d'architecture, mais également de climat, qui, comme on l'a remarqué, est un léger sujet et de nos jours. Bienvenue Basmet, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Et alors je crois d'ailleurs que vous avez quelques projets, parce qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet, à nous montrer. Oui, je voudrais vous montrer 3 projets à différentes échelles pour vous expliquer comment nous, on conçoit des microclimats en milieu urbain. Mais tout d'abord, je commence avec cette image magnifique dessinée par Alexander von Humboldt avec Aimé Bonpland en 1805. Et
Et c'est une image qui pour moi est très inspirante parce qu'ils ont fait leur voyage en Amérique, ils ont découvert plein de lieux qui n'ont pas été visités auparavant. Et Van Humboldt essaye de comprendre comment la biosphère fonctionne. Il prend des mesures, il amène plein d'instruments, à la fois l'humidité, l'altimétrie, la végétation, mais par exemple aussi la couleur bleue du ciel, parce qu'à l'époque on pensait que c'était un paramètre important, ce qui n'a pas duré. Et du coup, vous voyez, à gauche et à droite, il note tout ce qu'il voit, il essaye de comprendre quelque part la valeur systémique des choses, comment fonctionnent les choses. Et après, j'aime bien aussi ces esquisses, vous voyez, où il essaye vraiment de cette compréhension que nous, on essaye d'amener, cette curiosité, cette recherche de liens entre les éléments dans nos projets qui sont situés dans un climat urbain, dans une situation artificielle, là où Van Humboldt, évidemment, il découvrait un environnement naturel. Nous, on opère dans la ville qui n'est rien d'autre qu'un climat complètement artificiel créé par l'homme. Climat artificiel où on change le vent par les bâtiments, on change la perméabilité, on change l'ensoleillement, on crée réellement un microclimat. Et je commence avec ce premier projet tout petit qu'on a fait en 2010, en plein centre de Londres, 4 sur 8 mètres, du coup 32, disons 40 mètres carrés, ce qui est exactement l'espace qu'on a ici. 40 mètres carrés où le client me demande de créer un jardin luxuriant. On est dans une cour à Londres, entourée de façades. Il fait noir tout le temps, il n'y a pas de soleil direct, il n'y a pas de vent. Et je me dis, il y a une sorte de microclimat un peu étrange dans cette cour Sunken Garden, on l'appelait, cour qui se trouve au niveau -1. Et pendant la rénovation des façades, je demande à l'entreprise de prendre la température dans la cour et dans la rue. Et on comprend qu'il y a une différence de température de 3-4 degrés, ce qui me fait prendre le risque qu'il ne gèlera jamais. Évidemment, gel ou pas gel, c'est un autre climat. Du coup, en poussant plus loin cette lecture climatique, on a compris qu'on était très proche d'un sous-bois, d'une forêt subtropicale. Parce que dans le sous-bois, c'est les arbres qui bloquent le soleil et le vent. Évidemment, il fait un peu plus chaud dans le subtropique, mais finalement assez proche. Et du coup, on a planté des arbres d'une forêt subtropicale. Vous les voyez ici, des Dicksonia antarctica ou des fougères arborescents qui sont tout à fait à l'aise dans cette situation. On les a plantés il y a 12 ans. On m'a dit qu'aujourd'hui, ce sont un des arbres les plus grands au Royaume-Uni de cette espèce. On aurait planté un London Plane, il aurait été mort 2 ans plus tard. Du coup, c'est un peu cette recherche de la végétation juste pour le microclimat juste. Microclimat, parce que ce n'est pas le climat de Londres, c'est le climat spécifique dans cette cour. Et même, il n'y avait pas assez d'humidité, ce qui était assez marrant à Londres. Du coup, on a mis des brumificateurs et chaque heure, il y a 1 minute de brume. Comme il n'y a pas de vent, elle reste là. Et vous rentrez dans ce tout petit jardin et vous rentrez dans un autre monde. Je vous montre encore une fois l'existant en 2010 et puis le projet tel qu'installé. Vous voyez aussi une œuvre de France Ouest qui contraste bien avec le tronc de ces fougères. Toute petite échelle, mais ça m'avait appris qu'en comprenant le microclimat, on sait y répondre. Deuxième projet à Paris, à La Défense, 4000 m². Un promoteur trouve une façon d'installer 1000 micropieux pour couvrir une bout de boulevard urbain, que vous voyez ici, avant et pendant le chantier, pour réaliser un gratte-ciel. Et me demande d'installer ces 4000 m² qui font le lien entre le niveau de l'esplanade de la Défense et le niveau plus bas de la commune de Courbevoie. Et je me dis, quel espace public autour de cette tour, au-dessus de ce boulevard urbain, entouré de ces gratte-ciel. Et je me suis dit, finalement, on est assez proche d'un milieu aussi minéral que le Mont Blanc.
Et je me dis, mais quand on se balade dans les montagnes, on est plutôt bien. C'est un plaisir. Et je me suis dit, beaucoup est lié à cette ligne d'arbres, the tree line, comme on l'appelle, qui délimite l'altitude au-delà duquel il n'y a pas d'arbres qui poussent et qui bloque le vent et qui donne de l'ombre. Et je me suis dit, en fait, à la Défense, ce qui manque, c'est cette référence à l'échelle territoriale. Et on s'est dit, finalement, les pics, c'est les gratte-ciel, les glaciers, c'est tous les vitres. Tout est là, le vent, il est modifié par les bâtiments. Il manque juste les arbres pour créer un microclimat, pour amener de l'ombre, pour amener de l'odeur, pour amener de rafraîchissement, pour amener des oiseaux, pour amener un peu de vie. Et du coup, au lieu de faire une composition, on a fait une recherche pour voir comment vous pouvez planter le plus d'arbres possible. Et ça embêtait un peu le développeur, l'investisseur, parce qu'il me demande mais c'est quel dessin? Mais je dis mais en fait c'est pas un dessin, c'est la logique de la nature. Je vais essayer d'installer le plus de terre possible et ensuite je vais voir comment on peut optimiser le nombre d'arbres. Et c'était assez compliqué parce que comme on est sur une construction, il y a les poutres. Évidemment, on ne va pas planter sur les poutres, on ne va pas planter sur les voies pompiers, on ne va pas planter sur les cheminements PMR. Il y a toutes sortes de contraintes que j'essayais de lire comme des contraintes naturelles, sauf qu'elles sont artificielles. Mais ça donne une sorte de plan de non plantable, et du coup on a planté le reste. On a essayé de créer une nappe phréatique artificielle sur laquelle on met le plus de mètres cubes de terre possible, parce qu'un arbre, ce n'est pas la profondeur de terre qui compte, mais le volume de terre qu'il peut occuper année par année. J'avais l'obligation de planter 9 arbres, on en a planté 50, dans seulement 53 cm de terre, mais rependu sur 4000 m², du coup 2000 m3 de terre, plus de 30 m3 de terre par arbre. Ici, vous voyez, du coup, on a beaucoup négocié avec l'ingénieur de structure, comme vous pouvez vous imaginer. On a même dessiné nous-mêmes le principe, les plots de béton. En métal, c'est les cages qui prennent les arbres pour les bloquer contre le vent, et un système de dallage avec des joints ouverts posés sur les sur les poutres pour ne pas écraser la terre. Ce qui veut dire que chaque goutte d'eau va directement dans la terre et est récupérée dans cette nappe artificielle sous la terre. Du coup, on imite la logique de la nature pour ramener la nature dans la ville, qui est finalement un artefact où on a enlevé la nature. Ça donne cette image que je trouve assez proche de la montagne. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas de regard. Il n'y a que cette pierre et les arbres qui transpercent, mais encore une fois, la terre continue sous ce dallage. 50 arbres qui poussent bien, on les a préparés en pépinière pour avoir des mottes plates. Ils font aujourd'hui presque 10 mètres d'auteur. On mesure la tension de l'eau dans la terre pour savoir s'il faut arroser ou pas. Et en fait, puisqu'on récupère toute l'eau de pluie, on arrose très très peu. En fait, c'est presque autonome, ce système, encore une fois, au-dessus d'une route, comme vous le voyez ici. Ceci est pris il y a 2 ans. Dans 1 an ou 2, on aura vraiment cette canopée continue, cette ligne d'arbres dans la Défense. Et troisième projet, et je saute d'échelle encore une fois, 40 000 m² à 200 km d'ici, le projet du parc des Ateliers à Arles pour la fondation Luma. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le visiter. Ce qu'on a fait, et peut-être c'est cette théorie qu'on a développée à l'agence, ici on l'a poussé encore plus loin. On était sur un site, le site de Parc des Ateliers, créé dans le 19e siècle par la SNCF, et qui était en fait, officiellement, si on faisait une étude climatique, c'était un semi-désert. Semi-désert parce qu'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétaux qui arrivent à pousser. Et le Mistral qui vient du nord est chauffé par cette plaque chauffante, et ça crée un microclimat pénalisant en fait. Et pour ceux qui ont connu le site avant, vous marchez d'un bâtiment à l'autre et au bout de 2 minutes, vous avez mal à la tête. C'était vraiment insupportable, la chaleur qui était accumulée dans cette dalle de béton. Vous le voyez ici. Et quand Maya Hoffman, la présidente de la fondation Luma, m'avait demandé de créer un parc pour les Arlésiens,
je me suis dit, avant de créer un parc, il faut changer le microclimat, sinon rien ne peut pousser. Et ce qu'on a fait, c'est une étude hypothétique. Je me suis dit, qu'est-ce que la nature aurait fait d'ici 100 ans, 200 ans, 300 ans? Et comment s'inspirer des grands paysages autour de Arles, tels que, ici vous voyez ce site stérile juste en bordure de la ville de Arles, qui se trouve entouré par des paysages incroyables tels que les Alpilles, la Camargue, la Crau. Et ces trois paysages, entre la minéralité des Alpilles, les zones humides de la Camargue, représentent toutes les stratégies que les plantes ont développées d'ici des millions d'années pour répondre à des microclimats précis. On s'est dit, le vent, il allait amener une sédimentation, pas demain, mais dans 200 ans, 300 ans certainement. Cette sédimentation crée une topographie. On s'est imaginé qu'après la tour de la fondation, le vent, il tombe et il creuse un peu, bon, hypothèse, ce qui nous permet d'avoir un plan d'eau. Et ça crée un système de topographie de dunes qui a des caractéristiques liées à la profondeur de terre qu'on a ajoutée sur la dalle en béton, mais aussi à la proximité de l'eau, à l'orientation, à l'exposition par rapport au vent. Et ça nous a permis de créer un système de dunes qui donne une coupe climatique assez intéressante. En été, vous êtes sur la pente douce face au vent qui est rafraîchissant, bloqué du soleil par les arbres, tandis qu'en hiver, vous êtes au soleil, bloqué du vent par cette dune. Du coup, c'est une coupe asymétrique climatique qu'on avait découvert qui marchait bien, inspirée par von Humboldt, je dirais, et qu'on a appliqué sur tout le site. Ensuite, en fonction de l'épaisseur de terre, on a imaginé la succession écologique que la nature aurait fait de toute façon pour arriver au climax. Ce qui veut dire, c'est un peu difficile à s'imaginer, mais quand vous marchez dans l'espace et vous marchez à côté d'une colline, de plus que vous avancez, de plus que vous allez plus vite dans le futur. Parce que dès que vous êtes à côté d'une colline qui fait 2 mètres, il y a un pin qui est planté dessus, le pin arrivera dans 200 ans. Du coup, c'est une sorte de... C'est pas un retour au passé, mais c'est un rapprochement dans le futur. On va plus vite dans le futur. Une accélération des processus naturels. L'eau vient d'un canal qui lie la Durance avec le Rhône. Il y est stocké, filtré par les plantes et utilisé pour l'arrosage. Et ici aussi, on a une nappe phréatique artificielle créée sur la dalle de béton. Dernier élément, on a travaillé avec Transolar, spécialisé dans le climate engineering, sur le UTCI, ça veut dire Universal Thermal Climate Index. C'est la température ressentie, pour le dire plus facilement. La température ressentie, c'est la température, mais aussi la radiation, l'humidité, le vent, la réflexion. Et en fait, on a vraiment travaillé sur la transformation de cette dalle en béton et la température trop élevée avec tous ces paramètres. Du coup, le plan d'eau, évidemment, il s'évapore, ça baisse la température, les arbres, évapotranspiration, la pelouse, une autre réflexion et pas d'absorption de chaleur. Et du coup, eux, ils ont calculé qu'avant notre intervention, on avait 13% de temps confortable en juillet. Aujourd'hui, c'est augmenté à, s'il veut bien, il manque au climax. On cherche le climax. Ah, Est-ce voilà. que quelqu'un pourrait À 65%, voilà. Et même 77% s'il y a un peu de vent. Et on a installé le parc en 2021. J'y étais cet été et en effet, il y a plein de parents qui vont avec leurs enfants pour jouer dans ces pelouses découpées dans ce nouveau paysage. J'essaye d'avancer encore. Je vais reculer un. Je vous montre juste une photo aérienne avant l'intervention et la même photo aérienne après. Où, encore une fois, je dis ce n'est pas une composition, mais c'est une interprétation de ce que la nature aurait fait d'ici 200 ans. Du coup, une accélération vraiment de ces processus. Quelques photos pour vous montrer cette nature
assez sauvage. Hein. Il y a de la Camargue, il y a des Alpilles, il y a de l'Accro, il y a vraiment une sorte de... C'est devenu un paysage hybride de ces paysages qui se trouvent autour. Et je termine avec quelques slides sur le dernier projet qu'on a remporté. Je vous montre encore une dernière image de photo aérienne de Arles. Vous voyez que voilà, cette friche ferroviaire, on l'a vraiment imaginé comme une nature autonome qui n'a presque plus besoin de nous, arrosée par le plan d'eau, mais bientôt avec ses nappes phréatiques, toute l'eau de pluie sera gardée sur place. La seule façon que l'eau s'échappe, c'est par évaporation en créant ce microclimat. À Paris, je suis mandataire d'un groupement, on a 8 bureaux dedans, avec les architectes Grau, NGA, Franck Boutet pour l'engineering du climat et Ingerop comme bureau d'études multidisciplinaire. Et là aussi, on a commencé à regarder le climat urbain, du coup, avec Franck Boutet ici. On s'est rendu compte qu'en 2050, on aura le climat de Séville, et plus tard encore le climat de Tunis. Évidemment, Séville, ça fait des années qu'ils sont habitués à ces chaleurs, les villes comme Paris, mais aussi à Bruxelles ou à Anvers. Il faut imaginer des astuces pour créer des microclimats, pour transformer le microclimat chauffant vers un microclimat rafraîchissant. Et à Paris, on le fait en s'appuyant sur les figures paysagères déjà en place, mais un peu fragmentées, en créant 5 grandes figures. La figure du parc des Berges, 400 mètres de parc le long de la Seine, vous voyez ici en bas. Le parvis climatique que je vous explique tout à l'heure, une placette ombragée qui fait l'écran vers la préfecture de police. Derrière un grand square, aujourd'hui il y a 2 squares coupés par des clôtures. On voudrait créer un grand square qui crée un lien entre le chevet, cette façade orientale vers la Seine, et ensuite la rue du cloître Notre-Dame, où on continue les plantations qui existent devant l'Hôtel-Dieu tout le long. Je vous le montre en quelques clichés. Du coup, vous avez compris la façon qu'on réfléchit. On a imaginé le parvis comme une clairière entourée d'arbres de 3 côtés, ce qui permet les journées chaudes de s'abriter sous l'ombre des arbres, mais ça permet toutefois d'organiser les 275 événements sur le parvis. Du coup, on nous a demandé de les garder dégagés. Quand vous avancez, si vous voyez cette possibilité d'être à l'ombre, des grandes bancs à l'ombre, avec cette vue magnifique sur la cathédrale, des percées vers la rive gauche, ici au loin, vous voyez le Panthéon. Le respect des vues protégées, parce qu'évidemment, on est sur un site emblématique exceptionnel. Du coup, il y a aussi l'ABF qui protège des vues qu'on garde, évidemment. Et le sol de l'esplanade qu'on voyait là, il n'y a pas un risque que ça soit extrêmement chaud? Oui, j'y arrive tout de suite. Ici, vous voyez le parc le long de la Seine, où là, on espère que les Parisiens vont revenir, parce qu'aujourd'hui, ou avant l'incendie, il y avait plus de touristes que de Parisiens, mais là, on offre un parc au sud qui donne sur la Seine, qui est très rare à Paris. Hein. Souvent, les berges sont piétonnisées, mais ils sont en minéral. Et ici, cette vue et cette connexion entre le chevet, les vitraux, les arcs-boutants et la Seine. Et je reviens à votre question. Comme on avait l'obligation de garder 4000 m² sans obstacle devant la cathédrale aussi, parce qu'il y a la crypte en dessous et parce qu'il y a cette vue protégée, on a inventé quelque chose de nouveau. On a imaginé une fine lame d'eau qui va sortir de ce banc sur 40 mètres de large et qui va couler légèrement avec une pente très, très légère vers la cathédrale. Elle s'arrêtera 20 mètres avant la cathédrale et ça va rafraîchir tout de suite l'atmosphère comme un orage été. Après l'orage été, ce n'est pas le sol qui est rafraîchi, mais c'est vraiment l'air elle-même qui, par l'évaporation, descend de température. On va marcher sur l'eau, quoi. On va marcher sur l'eau. Et là, il y a ma petite fille de 3 ans qui va vous montrer comment elle le fait. Elle court devant. Évidemment, il y aura plus de gens, mais c'est pour montrer l'effet. S'il veut bien. Et du coup, ça va créer des reflets éphémères.
que j'imagine les touristes vont essayer de capter, parce que 10 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Ce n'est pas un miroir d'eau, c'est vraiment une petite vague inspirée par la façon que Paris nettoie ses rues, parce qu'à Paris, il y a un réseau d'eau non potable assez rare. On n'a pas ça dans d'autres villes. Hein. Et ce réseau d'eau non potable, on peut l'utiliser le matin pour nettoyer le parvis. On est en train de parler avec les équipes à Paris pour faire cela. Et ensuite, on peut l'activer 1-2 fois par jour, ou pas du tout en hiver, évidemment, quand on n'en a pas besoin. Mais en fait, l'idée, c'est de créer un microclimat. C'est ça votre conception, c'est que vous dites que la ville est un climat artificiel et donc on peut très bien modifier les choses pour en faire un microclimat plus frais. Exactement. Par la compréhension de paramètres qui produisent le microclimat, on peut les changer, on peut les transformer, on peut les modifier. Du coup, ici, on a travaillé, c'est des schémas un peu compliqués à comprendre, mais on a travaillé sur la température de l'air, température surface et le UTCI, la température ressentie, pour vraiment créer une constellation de microclimats. Et là, vous voyez le potentiel de rafraîchissement en bleu qu'on va produire avec le projet. Du coup, un projet qui s'inspire de la tradition, de la façon que Paris s'est construit à partir de ces figures urbaines, mais qui est mis en disposition pour produire un rafraîchissement. Merci beaucoup. Et donc, bravo, on peut l'applaudir. Et alors, vous nous dites, parce que c'est intéressant, que le mot parvis, ça veut dire paradis, en fait. Le mot parvis vient du mot paradis, et le mot paradis vient du mot paradise, ce qui veut dire lieu emmuré. Il faut savoir que les parvis devant la cathédrale, et Victor Hugo l'écrit très bien dans son livre, étaient aussi des lieux clôturés ou démarqués parce qu'ils appartenaient à la cathédrale. Oui, donc c'était déjà clôturé. Et est-ce que finalement on n'est pas en train de revenir à quelque chose qui existait au Moyen-Orient il y a déjà très longtemps, c'est-à-dire de construire des jardins? Les riches, les puissants construisaient des jardins pour se rafraîchir dans les forteresses, dans leur palais. Le jardin est en fait un moyen de rester au frais. Absolument. Et quand on a pensé à l'astuce pour rafraîchir le parvis, on a fait une étude un peu historique. Évidemment, on est tombé sur la Alhambra à Grenade, où là aussi, il y a plein de jeux d'eau pour rafraîchir la température en été. Après, on a tombé sur une autre pratique assez hallucinante, c'est qu'au Japon, aux jours les plus chauds, tous les habitants allaient chercher de l'eau chez eux pour le verser sur la rue. Et finalement, on s'est dit, on s'inscrit dans cette tradition à la fois des jardins, mais aussi des pratiques de refroidir l'espace minéral par l'eau. Mais ça ne vous intimide pas quand même, Notre-Dame? 9 siècles d'histoire vous contemplent du haut de ces tours. Vous y pensez ou vous dites c'est pas grave, la ville ça change, je vais m'en occuper? Vous n'êtes pas, inhibé? Si, on mesure l'importance de la proposition qu'on fait. On n'est pas seulement devant la cathédrale, on est aussi sur le parvis qui tient le point zéro de la France. On ne peut pas être plus l'épicentre de la France, mais on l'a pris comme une sorte de challenge, de se dire que cette cathédrale qui depuis 9 siècles regarde la ville se transformer, c'est la cathédrale qui est le témoin d'une ville qui cherche son urbanisme et qui cherche son raison d'être. Et on s'est dit, on va essayer d'utiliser cette proposition pour les abords comme une réflexion sur la ville entière. Et si on propose une cathédrale entourée de verre, c'est parce qu'avec tout le groupement, on pense que c'est ça la réponse par rapport au défi du XXe siècle, qui est en premier lieu le changement climatique. Mais est-ce que c'est pas révélateur aussi d'une différence de conception? Il y a beaucoup de conceptions de l'écologie qui reposent sur Gaïa, sur le retour à la nature, sur l'homme qui ne serait qu'un invité sur Terre et qui devrait se faire petit. Mais là, en fait, vous utilisez le paysage, l'architecture et le jardin dans le but d'améliorer l'habitat de l'homme, c'est-à-dire la ville. Et donc vous dites on a le droit de tordre les choses pour notre confort à nous, et on va utiliser toutes les techniques à notre avantage, nous les êtres humains. Oui,
Moi, je pense que pendant trop longtemps, et c'est peut-être un peu la faute des Grecs, c'est qu'on a étudié la nature comme quelque chose en dehors de nous. On a étudié nous-mêmes en dehors de la nature et la nature en dehors de nous. On parle même d'environnement, comme si c'était quelque chose qui nous environne. On fait partie de la nature, on est nature. Et là, je suis proche des écritures de Bruno Latour, de se dire on fait partie de cette nature et il faut trouver un nouvel équilibre entre tous les organismes vivants. Quand on travaille dans la ville, on essaie de prévoir de la place pour tout l'organisme des végétaux, mais aussi pour les animaux et aussi pour nous. Du coup, ce n'est pas une question d'utiliser la nature, mais c'est de rééquilibrer l'espace qu'on alloue à tous ces organismes vivants. Parce qu'à la fin, quand on repense la planète, c'est une question spatiale de rétribution de l'espace pour les êtres vivants. Mais à la fin, vous dites que la ville, c'est aujourd'hui la principale responsable des émissions de carbone, mais que c'est la solution. Expliquez-nous pourquoi. C'est pas de revivre la campagne. Je ne sais pas si c'est la solution, mais les études montrent que 70% de la pollution CO2 est produite dans les villes qui n'occupent que quelques pourcentages de la planète. Du coup, je pense que pour lutter contre le changement climatique, il faut qu'on soit bon sur tout ce qu'on sait faire. Et dans les villes, on peut faire une différence. On peut faire une différence parce qu'on peut capter beaucoup plus de CO2 que ce qu'on le fait aujourd'hui, et on peut en émettre moins. Du coup, si chaque ville prend cela comme programme pour les 5 ans, 10 ans à venir, on peut avoir un effet planétaire avec toutes les villes en même temps, à côté de préserver les forêts amazoniennes et toutes les forêts, évidemment. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans la ville même, absolument. Merci infiniment, merci 1000 fois, on peut l'applaudir. Formidable démonstration et enthousiasmante démonstration, merci beaucoup à vous. Merci Basmet, merci Étienne. Un prochain sujet qui va nous plaire à tous. Peut-on encore faire la fête? Un bon sujet ça. Réponse oui. Sujet que nous allons... J'ai les noms. Et des preuves. En tout cas, ce sujet, on va l'aborder dans un instant avec Clément Pétraud, qui va recevoir Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, et qui a écrit un livre en forme de point d'interrogation, « La fête est finie ». À tout de suite.